On va parler d'une opération qui est l'extension, et non pas l'extersion, pardon, ouest de l'aérogare passager de l'aéroport Réunion Roland-Garros à Sainte-Marie. Et Thomas Lamette, on va commencer par vous. Vous êtes chargé d'opérations à l'aéroport, mais vous êtes particulièrement chargé de cette opération. Exactement, ouais. Je suis dans l'équipe projet pour l'extension de l'aérogare. S'il On vous a plaît. au sein de l'aéroport une direction technique avec un pôle bâtiment, un pôle infrastructure notamment. Et là, pour cette opération d'envergure, on a monté une équipe spécifique. Donc il y a un directeur de projet et 2 ou 3 chargés d'opération D'accord. sur ce projet. Et moi, je fais partie de cette équipe-là avec plus l'aspect un peu aéronautique et chantier. D'accord, merci. Frédéric Griff, quel rôle vous avez joué dans ce projet? Déjà, oui. Bon, pour ceux qui me connaissent, donc, je suis architecte ingénieur. Pierre près du menton, s'il vous plaît. Je suis architecte ingénieur, donc je peux avoir les deux casquettes. J'ai entendu tout à l'heure pas mal de choses, donc c'était intéressant. Maître d'œuvre d'exécution sur ce projet d'envergure est importante. Nous, derrière de la maîtrise d'œuvre, c'est une équipe pluridisciplinaire où on est collaboratif sur un projet effectivement complexe. Et c'est à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent sur ce projet en conception sur ce projet BIM. Vincent Baudemoulin, INSET. Bonjour. Donc Vincent Baudemoulin, je suis projeteur chez INSET. Donc on intervient sur ce projet de l'aéroport en tant que bureau d'études fluide, chargé du suivi de chantier. Et on va y aller en fait. La meilleure manière de voir comment vous avez participé conjointement à ce projet, c'est de vous donner la main. À qui je te confie la zapette? Vincent. Donc chaque règle, ça va être à peu près suivant le même schéma. On va vous présenter, vous allez nous présenter d'abord en quelques mots et en quelques slides de quelle opération on va parler spécifiquement. Ensuite, donc ça c'est un peu, et ensuite on va se poser la question pourquoi le BIM sur ce projet, c'est un peu là l'idée, le sens du BIM. Et là du coup c'est pas Frédéric Boeuf qui me contredira, le pourquoi est important. Ensuite, comment ça s'est mis en place, quelles ont été les différentes séquences, les différentes étapes, etc. Et surtout, l'intérêt d'un retour d'expérience, c'est comment ça s'est passé, quels avantages vous avez constatés par rapport aux enjeux initiaux, quelles ont été les difficultés rencontrées, parce que tout n'est pas rose sur un projet BIM, contrairement à ce qu'on pourrait parfois lire, etc. Il y a beaucoup de difficultés, c'est nouveau pour certains, tout le monde n'est pas au même niveau de maturité d'outillage et de culture. Et donc, vous allez partager avec nous ce retour d'expérience pour qu'on puisse collectivement aussi en retirer pour nous-mêmes des enseignements pour le futur. Voilà. Logiquement, c'est 25 minutes. Je vous donne 20 minutes avant les questions-réponses. Voilà. On va essayer dans les 3 retours d'expérience de rattraper les 15 minutes qu'on a perdues. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas de votre faute. Allez-y, je vous en prie. Vous avez la main, donc vers la droite, voilà. Alors, de quel projet on parle? On va parler de l'extension de l'aérogare. Alors, pour bien comprendre le projet du pourquoi de l'extension, la première étape a été tout d'abord un aspect réglementaire. Aujourd'hui, on a un système de tri-bagages qui fonctionne au niveau 0 de l'aérogare, mais qui, en 2022, doit se mettre aux normes, une nouvelle réglementation, ce qu'on appelle le standard 3, qui, en gros, avec des nouvelles machines d'inspection filtrage des bagages. Et donc, on doit, nous, se mettre à niveau. Le souci qu'on a aujourd'hui à l'aéroport, c'est que ce système de tri-bagages au niveau 0, pour se mettre aux normes, a besoin de beaucoup plus de place. Donc le constat a été de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la place pour faire en l'état, on le construit à côté, donc plus grand, réglementairement, et qui va aussi permettre d'atteindre, nous, notre besoin à 2040 de 4 millions de passagers. Aujourd'hui, on a 2,4 millions. On a prévu, en 2040, d'être à 4 millions. Donc, tant qu'à faire aujourd'hui un nouveau tri-bagage à l'extérieur, on s'est dit, voilà, on va faire une boîte au-dessus qui va consister à faire l'extension. Donc en fait, voilà, le point d'étape, le point de départ a été de cet aspect réglementaire, mais qui nous permet aujourd'hui d'atteindre aussi nos besoins à nous de développement en ajoutant des nouvelles fonctions à notre aérogare. Aujourd'hui, on a une aérogare existante qui comprend les fonctions départ et arrivée. Donc on arrive autant à cet endroit, on décolle et on atterrit au même endroit. Demain, l'extension qu'on voit ici à l'ouest de l'existant sera uniquement dédiée aux arrivées. Donc on aura la séparation des deux fonctions. Et ça va nous permettre, nous aussi, du coup, dans l'aérogare actuelle, de développer nos activités, développer notre surface pour accueillir les passagers, pour développer le duty-free, pour faire un meilleur confort du bâtiment. Donc ça, c'est le besoin. Et comment nous, on a traduit ça à travers notre cahier des charges, c'est qu'on voulait un bâtiment novateur, qui répond effectivement aux besoins réglementaires et architecturaux, mais on voulait un bâtiment bioclimatique. Donc c'est la première
réalisation bioclimatique pour une aérogare en milieu tropical. Donc ce sera une première mondiale. Et c'était un enjeu assez fort pour nous dans le contexte qu'on connaît, dans un milieu tropical avec des besoins, on peut le ressentir aujourd'hui notamment en climatisation ou en air important, en air frais. Donc, nous, notre besoin et notre souhait, c'était d'inscrire le projet d'extension d'aérogare dans l'avenir pour La Réunion et pour le développement local. Peut-être passer la main à l'architecte qui justement a répondu à notre besoin. Oui, donc comme vous avez compris la difficulté, un aérogare, on a compris le challenge. Le challenge, c'était quoi? C'était effectivement de remoderniser, redynamiser l'aéroport de La Réunion. Un enjeu assez fort. Hein. C'est l'entrée directe même pratiquement, je veux dire, de 80% de la population qui passe par là assez régulièrement. Là, on passera sur une capacité qui va croître jusqu'à 4 millions de passagers. Il faut les accueillir, il faut trier les bagages, il faut augmenter cette sécurité. Et la difficulté qu'on a eue, ce n'était pas une difficulté, mais c'est une véritable challenge que nous a offert la maîtrise d'ouvrage, c'est de s'inscrire dans l'avenir et dans le milieu environnemental et de faire cette première aérogare, effectivement, en ventilation naturelle, c'est-à-dire sans climatisation. Et là, on va rebondir tout de suite sur notre sujet du jour, c'est qu'est-ce que nous a apporté le BIM là-dedans? J'aime bien faire la comparaison avec un aspirateur Dyson, où il lui a fallu 3000 maquettes pour pouvoir faire un aspirateur. Nous, on n'a pas cette capacité-là, notre maître d'ouvrage, notre temps humain n'a pas la capacité de faire 3000 aérogares avant d'arriver à faire une possibilité d'un aérogare qui fonctionne en ventilation naturelle. Et c'est là où tous les enjeux, nous, les architectes, les maîtres d'œuvre, les ingénieurs, vous avez entendu, c'est un groupement, c'est quelque chose de fort, où l'ensemble doit être cohérent. On savait exactement quel était notre objectif à atteindre. Et pour ce faire, on a monté ce modèle en modélisation 3 dimensions, une modélisation BIM, si on l'appelait comme ça. Et pourquoi elle nous a servi? On savait, et ça a été la question que j'ai entendue tout à l'heure, c'est à quoi peut servir le BIM? Le BIM peut servir aussi à faire ça, à faire de la conception jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. À quoi ça peut servir? On le savait, c'était à faire du tri-bagage. Bon, qui est quelque chose de compliqué, qui va dans tous les sens, mais aussi de faire de la ventilation naturelle. Et au lieu de faire des 3000 maquettes que l'on va mettre dans une soufflerie et de voir comment passe le vent, non, on va utiliser cette modélisation qu'on a fait, nous, les architectes. On va la modéliser, on va la donner, cette maquette, à un ingénieur, Jacques Gandemer, qui va la tester en soufflerie, mais en même temps et en parallèle et en symbiose, on va le donner aux autres ingénieurs pour qu'ils me fassent notre tri-bagage à l'intérieur. Et puis de l'autre côté, on va pouvoir discuter avec les usagers, donc aéroportuaires, pour pouvoir y modéliser, faire nos entrées de nos avions au bon endroit, de voir comment la capacité et le flux de chaque passager va pouvoir passer à l'intérieur de ce modèle 3D. Et donc, quelle est l'utilité du BIM? C'est de pouvoir, non pas avoir un standard de communication du BIM entre les différents ingénieurs, non. Et ça a été de pouvoir chacun comprendre sur le même modèle, de pouvoir l'utiliser, ce modèle-là, en temps réel, avec les modifications, pour que tout puisse se passer dans la même symbiose. J'espère avoir été clair. Très bien, merci. Qui dit process BIM, dit équipe BIM. Donc, nous, en tant que bureau d'études chargé du suivi de chantier, on n'a pas été dans l'élaboration du process. Par contre, on a participé. Donc, ce que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est plus comment nous, on a utilisé la maquette numérique pour contribuer justement au projet. Au sein de l'équipe BIM, il y a forcément en premier lieu un BIM manager qui fait partie au même titre que le maître d'ouvrage, parce qu'on en parlait avant, le maître d'ouvrage a un impact important dans la concrétisation du process. Ici, le BIM manager, il fait partie d'AIA. Donc il faut savoir que l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge du projet et l'architecte, donc Frédéric nous a décrit, l'équipe d'ingénierie aussi fait partie d'AIA, et le BIM manager fait partie aussi d'AIA. Donc c'est Thibaut Urkeg.
qui a rédigé dès le départ du projet une convention pour justement coordonner, organiser et cadrer l'utilisation du process au sein du projet. Alors, c'est un sujet très important. Donc, la convention, déjà, elle découle d'une charte. Une charte qui est rédigée par un maître d'ouvrage où il pose finalement ses objectifs principaux, donc généraux, qui seront appliqués à tous les projets qu'il pourrait avoir pour son patrimoine. Et la convention, elle est là pour justement cadrer au sein du projet les attentes et les possibilités, parce que dans la charte, finalement, dans le BIM, on peut faire beaucoup de choses, mais au sein d'un projet, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre et il faut pouvoir être précis sur le comment et être le pourquoi. précis, exactement. D'accord. Et ça, c'est commun finalement à tout projet BIM À qui tout, respecte logiquement une convention, une charte. Tout à fait. Voilà. Et c'est une convention. Alors c'est pas une convention qui est rédigée et qui est figée par projet. C'est une par projet. C'est une par projet, mais elle n'est pas figée pendant le projet. Elle évolue. D'accord. Elle évolue. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. C'est un sujet très important. Et justement, mais ça rejoint ça, elle évolue parce qu'on peut parler de plusieurs BIM. Donc, comme on a actuellement des phases de conception et des phases d'exécution, et des phases d'exploitation après, on a un BIM conception, un BIM construction et un BIM exploitation, où on a des règles qui évoluent et qui changent parce que les acteurs aussi changent. Donc c'est ce qu'on voit ici, où du coup, nous, INSET, en tant que bureau d'études, on a un rôle de producteur, c'est-à-dire qu'on va modéliser les objets du projet, et aussi coordinateur. Donc voilà, on parlait de BIM construction, donc ça reprend d'autres intervenants, dont font partie les entreprises à terme. Donc on va parler du BIM. Pourquoi est-ce qu'il faut ou on veut mettre un process BIM? Et Thomas me complétera si il a des choses à redire. Donc le maître d'ouvrage, l'aéroport, voulait saisir l'opportunité de ces travaux-là pour justement un peu surfer sur la vague. Le BIM, c'est un mot qui est tendance, donc il faut mettre du BIM dans son projet. Donc il a défini un guide de conception qu'il a fourni en concours. Pour lui, le maître d'ouvrage, il avait des objectifs assez clairs. C'est utiliser la maquette numérique dans le cadre de la gestion du projet pour les allers-retours entre la conception et les validations. Ensuite, il avait un objectif, c'était la gestion technique, donc plus dans une visibilité exploitation-maintenance. Et ensuite, il y a un des objectifs qui est la communication, dans le sens où finalement la maquette numérique pourrait représenter un peu la carte d'identité du projet et pourrait servir de support pour justement communiquer auprès du public, en tirer des vues, peut-être des applications. C'est très tendance actuellement. Je ne sais pas si Thomas t'as... Non, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on est en phase de consultation des entreprises, donc la partie gestion technique, on n'y est pas encore. Par contre, c'est vrai qu'à chaque phase de production, de conception, APD, APS, Pro, etc., on a utilisé la maquette, mais plus en version objet 3D, pour présenter aux différents services. C'est vrai que nous, techniciens, direction technique, on comprend un plan 2D. Par contre, c'est vrai que pour les autres services qui, eux, leur corps de métier, c'est faire décoller des avions, les lectures de plans n'est pas forcément aisée. Alors que là, avec la maquette en 3D, les plans en 3D ont permis de faire valider des circuits, faire valider des portes, faire valider des volumes qui n'étaient pas simples en fait, à appréhender en plan 2D. Ouais, je pourrais compléter sur la montée de compétences aussi au travers de notre maîtrise d'ouvrage, mais aussi avec l'interaction entre les différents acteurs à l'intérieur même du pôle de conception. Ça permet aussi donc de partager cette maquette 3D que l'on va venir travailler en temps réel aussi sur cet élément-là, et de pouvoir, à l'intérieur des équipes de conception, par exemple chez AIA,
entre les différents collaborateurs, que ce soit les climaticiens, que ce soit les ingénieurs ventilation naturelle, que ce soit l'électricité, le courant faible, l'apport de lumière naturelle, tous ces facteurs-là dans un but d'économie d'énergie et HQE, permet de travailler sur cette maquette et de voir que les interactions qu'on pourrait avoir pourraient être favorables ou voire défavorables. Voilà, et peut-être qu'un acteur, ingénieur, voudrait placer un équipement qui pourrait être défavorable par rapport à l'objectif donné, qui est de faire de la ventilation naturelle, et que effectivement, peut-être qu'un équipement de ventilation viendrait obstruer un système. On n'a pas besoin de remodéliser le système, de refaire une maquette et de repositionner cette maquette dans une soufflerie. On remet cet équipement, par exemple une gaine qui passe à un endroit. Ces éléments qui peuvent être perturbateurs, eh bien, on le voit dans notre modélisation de l'équipement. Peut-être. Désolé, il reste. Voilà. Donc, il reste 10 minutes avant les questions-réponses. Très bien. On n'a pas participé justement à l'élaboration du process. Par contre, je vais vous décrire rapidement comment est-ce que ça peut s'interfacer. Donc, le maître d'ouvrage, il a des objectifs. Le BIM manager, lui, il doit tirer des usages qu'il va traduire dans sa convention, justement pour répondre à ces objectifs. Donc, nous, en tant que bureau d'études fluides, on a participé vraiment à entre 2 et 4 usages, qui étaient la modélisation de l'existant et ensuite la revue de conception. Donc, la convention BIM, alors pour répondre aux objectifs, il a fallu justement cadrer, organiser et choisir quel niveau de BIM, on a parlé des niveaux précédemment, quel niveau de BIM allait pouvoir être utilisé dans le cadre de notre projet. L'équipe de maîtrise d'œuvre est en majorité située en métropole, dans des bureaux, sur un plateau commun. Néanmoins, l'utilisation d'un niveau de BIM où une maquette unique servirait à la conception de tous les lots, ça demande des outils informatiques vraiment ultra puissants. Et aujourd'hui, on n'a pas encore la faculté de répondre à ce niveau-là. C'est un frein, oui, c'est un frein technique. Et ensuite, on fait aussi partie, nos bureaux locaux, de la maîtrise d'œuvre. Et du fait de la séparation géographique, ça aurait été un frein encore plus important. Donc on est parti sur un niveau 2. Je parle de niveau 2i, mais c'est juste pour préciser qu'on exploite aussi les formats natifs et les formats ouverts, qui sont l'IFC. Donc on a fait le choix où chaque lot modélisait sa maquette et insérer les maquettes de chacun pour pouvoir avancer au fur et à mesure sur le projet en même temps. Donc on retrouve ici une liste, c'est un extrait de l'explorateur Windows, où on voit très bien les fichiers séparés par lot, et même en séparant l'existant du projet. Parce qu'il y a des maquettes qu'il faut se transmettre. Les maquettes, c'est lourd, la donnée, elle demande de la place. Et se transmettre des fichiers de 600 mégas, ça demande un certain temps, même si on a tous la fibre aujourd'hui, ça demande un sacré temps. Donc, un des usages auxquels on a participé, c'est donc la modélisation de l'existant. Donc, le principal aspect du projet, enfin, un des aspects du projet, c'était la restructuration et la nécessité de remettre aux normes le système de tribagage. Ce système de tribagage, il faut savoir qu'il va du coup passer dans la partie existante. Et c'est un niveau, le niveau névralgique du projet, où on a tous les points centraux du bâtiment. Pour le coup, on a fait le choix de modéliser l'existant à partir d'un scan 3D. Donc on peut voir à peu près ce que ça représente. Donc là, on voit une image d'un nuage de points.
Donc en gros, on vient placer des appareils, on vient définir des points, on vient les placer et on fait des scans 3D. Et puis comme ils sont géoréférencés, ils s'imbriquent et ils nous fabriquent un nuage de points qui va nous servir de base pour modéliser. On modélisera plus ou moins dans les détails. C'est des choix à faire. En fait, le nombre de points relevés va dépendre des besoins justement pour la modélisation de l'existant. Ce nuage de points en tant que bureau d'études fluides et pouvoir passer tous les réseaux de gaines, c'était pas suffisant parce que parfois il y a des plafonds, on peut pas tout démonter. Donc il a fallu aussi faire des relevés. Et donc on voit justement le centre névralgique et tous les réseaux qu'il peut y avoir. Et faire passer un système de tri-bagage, donc c'est tout le chariot qui passe avec nos bagages dessus, dans des installations comme ça. C'était triste, quoi. Oui, c'est ça. Et il fallait non seulement faire des scans, faire des relevés. Et on avait des plans, mais les derniers plans datent de 2002, les derniers DOE. Entre-temps, il y a eu forcément des travaux qui n'ont pas fait l'objet de mise à jour de plans. Donc il fallait passer, pour nous c'était presque une évidence, de passer par un scan 3D, par la modélisation BIM, pour pouvoir anticiper finalement les travaux à réaliser avant le passage au projet. Donc là on peut voir en jaune, donc c'est un extrait du projet Revit. En jaune il y a tout le système de tri-bagage, donc c'est un cheminement assez conséquent, surtout la partie existante. Nous, notre rôle, ça a été justement de projeter la future installation du tri-bagage sur le bâtiment existant et d'arbitrer finalement des solutions pour ne pas couper les installations. Il faut savoir qu'on a un problème pas un problème, mais une nécessité de continuité de service. Donc on ne peut pas se permettre de mettre l'aéroport à l'arrêt, trop longtemps en tout cas. Et du coup, ça arrive parfois, hein, mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà. Un autre des usages, ça a été la modélisation. Donc c'est la modélisation des données de projet. Pour la gestion technique, pour la revue de maquette, il faut nécessairement modéliser. Donc on utilise l'outil Revit. Donc c'était un des gros points importants, c'était que finalement la majorité de la maîtrise d'œuvre utilise le même outil. On n'a pas tous la même maturité dans le domaine. Et travailler sur les mêmes outils, ça permet quand même d'éviter quelques allers-retours de demande d'information et quelques soucis. Donc là, on peut voir une vue en plan, une vue 3D. Faut savoir que pour la maquette numérique, il y a des choses qui sont à modéliser et il y a des choses dont on n'a pas besoin de modéliser, mais on a besoin d'informations. C'est vrai qu'on parle de BIM, on a bien dissocié le fait qu'il y a la maquette numérique d'un côté et l'information de l'autre, donc c'est vraiment deux choses différentes. Et du coup, on a voulu, par le biais de la convention, définir qui allait modéliser, qui allait renseigner. L'intérêt principal de la maquette, c'est que tous les livrables font partie de la maquette. La maquette est le point central, le point névralgique du projet. Tout ce qui en sort vient de la maquette. Si j'enlève un objet sur une nomenclature, l'objet s'enlève sur mon plan. Si j'enlève l'objet sur mon plan, que je le redimensionne, il se passe la même chose sur ma vue 3D, sur ma nomenclature. Tout est fait en temps réel. Je suis désolé, je vais vous demander d'accélérer pour Super vite. la partie retour d'expérience. Pour la partie retour d'expérience. Donc, c'est vraiment il y a vraiment un autre névralgique aussi. Il y a un autre point auquel on a complètement participé et c'est du coup assez important, c'est l'utilisation du format ouvert. C'est-à-dire qu'effectivement, les maquettes numériques, ça demande, ça a un poids assez conséquent et s'échanger des maquettes régulièrement. Ça demande des connexions qui fonctionnent bien et on a découvert en fait un format qui s'appelle le BCF qui en fait permet de séparer l'information de la maquette elle-même. C'est-à-dire que
dans le cadre de revue de conception, ça nous permettait de superposer des maquettes, d'en créer des rapports, de transmettre uniquement les rapports et pas les maquettes, pour qu'elles soient intégrées chez les divers partenaires. Donc on peut voir ici une détection. Donc l'outil qu'on a utilisé, c'est une visionneuse IFC, Teclab Insight, qui nous permet de faire des détections en fait, de clash automatiques. Donc détection de clash automatique, on érige des règles, on lui dit voilà, je veux détecter les superpositions de chemins de câbles avec les réseaux de climatisation. Il va scanner toute la maquette et il va me mettre des petites annotations un peu partout. Donc c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que c'est pas que c'est pas bien, mais ça demande quand même une réflexion humaine. C'est automatique, mais il va détecter la moindre superposition si la règle n'est pas faite. Donc ça demande quand même de passer du temps de réflexion pour définir le niveau d'importance finalement du clash. Peut-être moins de temps que si vous aviez à gérer ces clashs en phase chantier, quoi. Beaucoup moins de temps et du coup beaucoup moins de temps qu'on a passé pour le système de tribagage. Exactement. Ok. Donc là on peut voir clairement en phase conception un chemin de câble qui rentre. C'est pas un petit clash, ça. C'est un vrai gros clash. C'est un clash, mais c'est pas non plus. C'est pas incontournable. Non, c'est vraiment pas incontournable. Donc voilà, c'est l'utilisation de l'outil, c'est ça. On visualise, on fait des imprimes écran, on les transmet. Et ce qui est bien, c'est que ça s'intègre totalement à l'outil métier et ça permet finalement de visualiser sur la maquette métier directement par un lien, comme la maquette ici ouverte et géoréférencée de la même façon que la maquette métier. Ça permet aux projeteurs de visualiser directement en fait, le souci et de le régler. Donc on s'échange finalement les rapports de phase en phase jusqu'à ce que la maquette soit nickel. Alors, voilà, les points de vigilance, les clés de succès. C'est de toute façon un peu ce que j'ai pu dire, mais en synthèse, ouais. Voilà. Pour le coup, pour nous, les clés du succès dans ce projet-là, ça a été d'une part la maîtrise d'œuvre qui avait quand même une certaine expérience. Je parle de la maîtrise d'œuvre, on en fait partie, mais AIA, qui est l'architecte mandataire, ça fait 6 ans qu'ils travaillent avec la maquette numérique. Aujourd'hui, ils ont plus de 400 maquettes qui sont ouvertes, qui sont en cours de projet. Donc ils ont une certaine expérience. Nous, en tant que bureau d'études qui vient se greffer à ce projet-là, on est finalement obligé, ça va de soi. Et c'est ce qui a fait que ça a pu fonctionner. On a pu s'appuyer, nous, avec notre maturité, sur des gens un peu plus compétents. Autre chose très importante, c'est la maîtrise d'ouvrage qui est moteur. Donc on en parlait depuis au début. Si le maître d'ouvrage sait ce qu'il veut, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. On perd moins de temps, justement, à des incompréhensions, finalement, à des attentes qui ne sont pas... Donc là, c'était votre valeur ajoutée, entre autres, au démarrage, c'est de bien spécifier les attentes et les besoins, les objectifs. Ça, au niveau de la convention et du cahier des charges BIM du démarrage. C'était pas un passe-partout, c'était vraiment très spécifique. Exactement. Voilà. Et donc la clé du BIM, la clé du succès du BIM, le BIM, ça sert à quoi essentiellement? C'est anticiper, c'est construire avant construire. Donc on vient anticiper au maximum et surtout quand on est dans un projet où il y a la restructuration, l'existant, ça prend tout son sens. Est-ce que sans utiliser le BIM, ça vous aurait coûté beaucoup plus cher? Ça aurait pris beaucoup plus de temps? C'est un peu ça aussi une question qui se pose en général. En conception, peut-être pas. Ouais. En réalisation, certainement. D'accord. Je dis peut-être pas parce que quand on ne voit pas, on ne fait pas. Donc l'avantage de la maquette 3D, c'est de voir. Et c'est pour ça que ça prend finalement du temps. C'est qu'on voit et on ne peut pas rester sans rien faire, alors que sur des plans 2D, parfois on ne voit pas. Et donc les difficultés alors rencontrées? Donc oui, c'est les flux de données importants. Dans notre première façon de faire, j'en ai pas parlé, mais sur la visualisation du système de tribagage et sur les clashs qui ont pu être mis en avant, on a utilisé l'outil métier. On a utilisé Revit donc pour se balader visuellement dans la maquette et identifier justement les clashs. Ça prend du temps et puis il faut savoir finalement où est-ce qu'on veut regarder.
Et surtout, ça prend énormément de temps dans l'infographie. L'information, elle est là, mais il faut pouvoir la faire comprendre. Et le plan 2D, c'est vraiment ça le souci. C'est réussir à faire comprendre ce qu'on veut dire et laisser très peu de place aux interprétations. Donc là, la maquette nous a aidés. Donc le flux de données important, c'était un frein parce que échanger des maquettes, il faut. Le niveau de maturité ensuite. Le niveau de maturité. Désolé, je drive un oui, peu non, mais pour- c'est vraiment un point de vigilance. C'est vrai que ça marche mieux quand tout le monde est au même niveau, c'est sûr. Mais on l'a vu tout à l'heure, ça sera jamais possible exactement. Non. Mais bon, là Non. en tout cas, il y avait une certaine. Il y a des grosses différences quand même. Il y a des différences certaines, oui. Ouais, d'accord. Et ensuite, en termes de pré-synthèse, je parlais de détection de clash. C'est pareil, donc faire des pré-synthèses, c'est bien, mais il faut savoir quand les faire. Si c'est pour faire une détection automatique et arriver à 5000 clashs, je pense que le projet n'est juste pas encore abouti pour le faire. Donc voilà, il faut pas avoir peur. C'est juste qu'il faut laisser quand même le temps au temps et que les conceptions soient faites, soient un peu plus mûres. Manque de visibilité sur l'existence d'outils. Ça, c'est un réel souci. Nous, ici sur l'île, c'est vrai qu'il y a peu d'éditeurs d'outils BIM qui sont représentés. Du coup, ça passe beaucoup par du self-learning. D'accord. La solution apprend que vous sur le évoquez, tas. vous l'avez trouvée par vous-même? En fait, c'est la solution. Donc, le viewer IFC, Ouais. c'est un viewer gratuit. Donc, c'est D'accord. vers ça qu'on se tourne naturellement. D'accord, ouais. C'était quelque chose qu'on utilisait, mais pas D'accord. forcément Pour ça. pour la détection de D'accord. clash. Et du coup, voilà, on a essayé et on s'est fait les dents dessus. Et voilà. Donc là, vous estimez qu'il y a un manque certain là-dessus pour tous Oui. les acteurs en d'accord. Oui, oui. Avis aux éditeurs présents. Très bien. C'est bon? Merci beaucoup. C'était pas facile de tenir le temps. Je suis désolé, mais j'en suis un peu le premier responsable au démarrage. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je vais en prendre 2 maxi, parce qu'ensuite, la pause sera là. Alors, Frédéric, une personne avait levé la main en premier, désolé. Merci de vous présenter. Bonjour, donc moi je suis Aurélie Cespituri, je travaille chez Matrice, qui a un Bien près du DET menton, s'il vous plaît. d'exécution S'il vous plaît. structure. J'avais quand même 2 remarques. Bien près du- La première, c'était par rapport à la charte BIM. Vous avez été un petit peu rapide, je trouve. C'est de ma faute, ça aussi. Est-ce que vous avez dit que la charte évoluait par rapport aux phases, mais on est bien d'accord que la charte est un contrat. La convention. Enfin, la charte, c'est un document général qui oriente finalement la maîtrise d'œuvre dans les objectifs du maître d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre rédige une convention qui, elle, est contractuelle, D'accord. mais qui évolue tout au long du projet. C'est-à-dire qu'on reste dans des phases de conception, on reste dans les phases de construction, et finalement la charte évolue entre les deux. On revient pas sur le fond de la charte, c'est juste qu'on adapte finalement aux acteurs qui peuvent arriver en complément durant la conception charte, c'est une et durant la vision stratégique, construction. finalement, des enjeux du BIM pour le maître d'ouvrage, c'est ça? C'est Il y a des formalisation un peu de ces enjeux stratégiques. Oui, c'est ça. C'est définir les usages qui vont permettre de répondre à ces objectifs. Mais on est d'accord que, étant contractuel, celui qui est la convention qui est signée, par exemple, au début de la phase d'exécution, avec tous les acteurs, c'est un engagement de suivi de chaque acteur. Et donc, chaque acteur est censé suivre au pied de la lettre, Oui. entre guillemets, la convention, Oui, et totalement. ne pas y déroger. Non, du tout. Par contre, Donc, elle n'évolue pas tout à fait. on peut se mettre d'accord à sur l'intérieur les d'une modifications. À l'intérieur d'une phase, non, on ne va pas dire qu'elle évolue à l'intérieur d'une phase, mais elle peut évoluer d'une phase à l'autre aussi si on rencontre des difficultés. Aujourd'hui, on n'a pas tous le même niveau de maturité. Si on sent que on devient trop exigeant dans le cadre de la convention, peut-être qu'on va pouvoir s'adapter, mais c'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans son coin. Donc c'est contractuel, certes, et du coup, il faut l'accord, Oui.
la communication entre le maître d'ouvrage, entre la maîtrise d'œuvre, pour justement adapter cette convention. Oui, mais entre tous les signataires plutôt. Oui, totalement. Enfin, le BET qui lui a signé une charte au départ, il s'est engagé pour quelque chose au départ, mais Totalement. si elle évolue, il faut qu'il soit d'accord Totalement. aussi. Ok. Tous les acteurs. Oui. Et ma deuxième question, si je peux... Frédéric, vous sacrifiez votre question ou pas? Non? Bon, allez-y. Si elle est rapide, merci. Et si la réponse est rapide, voilà. Ça, vous avez signé ma convention, là. Oui, elle est rapide. C'était juste pour vous dire que moi, j'avais en tête mes anciens collègues qui avaient réalisé un chantier niveau de BIM 4 via une plateforme Drive, Google Drive. Et donc, je me demandais pourquoi vous avez renoncé. Parce que vous avez renoncé. Vous avez vu la taille du projet? Oui, mais là, c'était un hôpital. En termes de complexité technique, la maquette était lourde. Alors, effectivement, par exemple, moi, j'ai eu la chance aussi de participer à d'autres projets hospitaliers aussi, chez AIA aussi, et effectivement sur des maquettes 3D de milieu hospitalier. Et effectivement, après, il y avait des niveaux de maturité qui étaient peut-être un peu plus différents, et la gestion effectivement de Google Drive, mais même si Google Drive, on peut transférer donc des dossiers avec des dossiers internes et pouvoir pré-télécharger. Là, on avait aussi une autre complexité entre les différents acteurs. D'autres sont certaines plateformes, par exemple, donner un truc tout bête, AIA, c'est Microsoft. Tout simplement. Là, vous êtes déjà dans la problématique. Si d'un côté, vous avez AIA, gestionnaire sur Microsoft, et où on a d'autres partenaires qui sont sur des plateformes de gestion type Gmail, Google Mail, et ça marche déjà plus. Donc non, on ne peut pas faire fonctionner comme ça. Première solution, première problématique. Deuxième problématique à l'aéroport, et cette problématique, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est la problématique du secret et de la défense. La confidentialité qui fait qu'aujourd'hui, notre DSI n'autorise pas Google Drive, tout simplement. C'est là que vous vouliez en venir, Frédéric? Alors, c'était pas la question que je voulais poser. Moi, j'avais deux questions, plutôt pour Thomas. Une qui est existentielle pour moi. J'ai compris qu'il allait y avoir un nouveau système donc, de tri-bagages. Ce nouveau système de tri-bagages allait renforcer certainement la sécurité. Donc, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport aux Roms que je ramène en métropole. Je voulais savoir s'ils allaient encore pouvoir passer. Oui, si c'est en soute, c'est bon. Bon, donc ça, c'est bon, je suis rassuré. La deuxième question qui est beaucoup plus sérieuse, c'est qui dit effectivement BIM, on a parlé beaucoup de la conception, on a parlé effectivement de l'exécution, quid de l'AMO BIM? Est-ce que là aussi, il y a eu un assistant maîtrise d'ouvrage qui a aidé pour pouvoir déterminer et faciliter la prise en compte je dirais, des problématiques que vous rencontriez dès le stade et pour l'intégrer au niveau du BIM? Alors oui, on a été aidé au niveau de la rédaction de la charte au début. Pour la suite, après, quand le concours est lancé, on a laissé toute place au groupement pour gérer ensuite sa conception, comme lui le sentait. Et c'est un système qui, après, ils ont tourné leur système chez eux et ça a plutôt bien fonctionné. Merci beaucoup.